Alors il est arrivé que ça n'arrange pas les choses, évidemment, pour ceux qui veulent des limites claires entre réalité et fiction. Il est arrivé que les cités obscures prennent une forme tridimensionnelle en 1990, au moment de l'ouverture du centre de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Le musée n'était pas encore prêt et nous avions créé, à la demande des responsables du centre, ils avaient fait une confiance aveugle, une très grande exposition qui prenait la forme d'un vieux musée, d'un musée catastrophique, calamiteux. Et donc on avait là des planches en lambeaux, vous voyez un sol absolument épouvantable. Je revois tout à fait Jack Lang inaugurant cette exposition dans ce bâtiment neuf et voyant ces murs qui avaient l'air durs et se demandant pourquoi le ministère de la Culture avait payé si cher les choses pour construire un beau musée de la bande dessinée et qu'on mettait là des choses abominables. Nous avions pris nos propres planches, les avions photocopiées, salies, déchirées et prétendu que l'ensemble de la collection permanente du musée avait disparu dans les années 2030. Il y avait un petit transport de temps. La plaque elle-même qui marquait l'inauguration par le ministre était une plaque toute vieillie et toute rouillée avec son nom à peu près illisible. Et donc la collection avait disparu dans l'exposition universelle de Shanghai et il ne restait que ces planches peu représentatives qui étaient les nôtres. Mais dès la deuxième salle, une des pages était déchirée en deux, un des cadres était ouvert, on se glissait et on pénétrait dans ce monde des cités obscures, dans une bibliothèque géante peuplée de sons, de projections, d'objets, etc. Voilà, c'était un plaisir étrange de prolonger le trajet qu'un lecteur peut avoir en 2 dimensions dans les pages d'un livre, de le prolonger en 3 dimensions. Et il nous est arrivé plusieurs fois de le faire. Et Françoise Feuilleton, hors même du travail des cités obscures, a été amenée à le faire dans d'autres cadres. Et par exemple, pour cette station de métro parisienne, que peut-être certains connaissent, Arts et Métiers, à côté du très beau musée des Arts et Métiers, eh bien, nous avons eu la possibilité de repenser cette station. Enfin, ma contribution à moi était mineure, c'est le projet de François avant tout. Et donc là, des dessins qu'il avait réalisés, qui proposaient de recouvrir l'ensemble de la station de parois de cuivre, d'y mettre des hublots, comme une sorte d'hommage au Nautilus de Jules Verne, mais un Nautilus souterrain et non plus sous-marin. Alors je ne vous raconte pas les négociations épiques avec la direction de la RATP. Je revois une réunion où nous étions tous les deux, François et moi, et la directrice du musée des Arts et Métiers, en face de nous, 12 responsables de la RATP, qui disaient le projet est magnifique, mais, et alors chacun avait un mais. Et si on additionnait les 12 mais, le projet était mort. Par exemple, un des mais était le cuivre est anxiogène. Donc les visiteurs vont être pris de crises d'angoisse. Certainement que les carrelages blancs sont tout à fait chaleureux et rassérénants. Et puis quelqu'un d'autre qui nous disait, ce qui ne va pas dans votre projet, c'est que les poubelles ne sont pas jaunes. À l'époque, le ticket était jaune. Et le jaune est la couleur de la propreté. Si les poubelles ne sont pas jaunes, les gens jetteront leur papier à côté. Bon, alors, on a failli comme ça renoncer au projet pour cause de poubelles. Et finalement, il s'est fait dans une version extrêmement proche des dessins d'origine. Et donc c'était un plaisir, et c'est toujours un plaisir puisqu'il est toujours là, je sais pas, ça fait 15 ans à peu près, et en dépit de quelques tags, de quelques lampes qui ont cédé, le projet est toujours visible, et c'est évidemment pour nous, quand quelquefois des gens nous reprochent d'avoir des albums qui seraient élitistes, etc., de dire que nous avons en tout cas une réalisation dont le succès ne s'arrête pas, ça ne désemplit pas, il y a du monde tout le temps, malheureusement beaucoup de visiteurs passent très vite, mais en tout cas, voilà, ça c'est une œuvre grand public. Et puis il y a des projets de grande taille et des projets de petite taille, et nous qui avions beaucoup critiqué Bruxelles, nous nous sommes attachés à une maison bruxelloise, une maison de Victor Horta, grand architecte d'Art Nouveau, dont beaucoup de bâtiments ont été hélas démolis au fil des ans. Et cette maison, dans un quartier un peu déshérité de Bruxelles, la commune de Schaerbeek, était à peu près à l'abandon, à vendre, et nous avons persuadé les autorités de la commune de racheter cette maison. Ils nous ont dit oui, nous serions prêts à la racheter, à la réhabiliter. C'est une maison classée, très importante dans l'histoire de l'architecture. C'est vraiment une des racines de l'Art Nouveau à Bruxelles.
mais racheter la maison pour en faire quoi? Et alors nous avons dit, mais rachetez-la, nous nous occupons de sa réhabilitation, de son animation, de sa mise en scène, et elle sera ouverte au public. Et c'est le genre de choses qui souvent n'est qu'un propos de table, et qui là est devenu une réalité. Voici Victor Horta, donc ce grand architecte qui est devenu sur le tard un des fleurons touristiques de Bruxelles et de la Belgique, mais qui, de son vivant, passé les années de gloire, a été oublié, le style Art Nouveau étant rebaptisé style nouille, et beaucoup de maisons disparaissant. Alors, la maison Autric est une maison de ses débuts, une maison assez simple, encore étant que nous y entrions au moment où elle était en vente, il y avait quelques éléments remarquables, comme cette cage d'escalier, le pavement, ce vitrail. Mais pour le reste, la maison était dans un état assez pitoyable, beaucoup de faux plafonds, beaucoup toutes les peintures, toutes les boiseries, tout avait été recouvert, toute la structure, avec ces éléments métalliques très innovants, était masquée, et donc il fallait un peu de foi et un peu de folie pour croire que cette maison allait pouvoir revivre, et nous n'imaginions pas que nous nous étions lancés dans une aventure de 10 ans pour faire aboutir ce propos un peu inconsidéré un jour que je passais dans cette rue en allant chez François et que j'avais vu maison Horta à vendre, mais Horta était mis entre guillemets, et j'aurais dû me rendre compte ce jour-là que s'il y avait des guillemets, c'était peut-être parce que Horta était devenu quelque peu fuligineux. Donc nous avons imaginé ce que pourrait être une maison imaginaire. Nous sommes ici dans la maison de l'imaginaire. Voilà, c'est une sorte de maison de l'imaginaire aussi, puisque nous voulions que le public, qui souvent, quand il visite une ville, ne voit que des façades et des rues, qu'on puisse entrer dans une maison et la découvrir sans cordelettes, sans barrières, de la cave au grenier, et entrer partout, comme si des habitants venaient de partir. Donc c'est à la fois un lieu d'architecture, mais c'est aussi comme une trace de vie. Et puis, nous qui avions beaucoup critiqué Bruxelles, on avait envie de faire un acte un peu plus positif et de faire au moins une petite chose. Alors, faire revivre les lieux, donner le sentiment qu'ils étaient habités, qu'ils étaient vivants, et par exemple projeter l'image des corps sur les vêtements dans la buanderie, ou bon, c'est les premières esquisses qui ont été faites, et nous sommes revenus à des choses un peu plus sages par la suite, tant les qualités de la maison nous semblaient importantes et devaient être mises en avant. Ça, ce sont les esquisses faites peu après l'achat de la maison. Et il y avait évidemment un autre travail passionnant, un travail quasi archéologique, qui était de faire parler les murs de cette maison, dont il n'existait pas de photos dans son état d'origine. Donc l'ingénieur Eugène Autric avait commandé cette maison à Victor Horta, elle s'est ouverte en 1893, le commanditaire est mort peu d'années après, la maison avait connu toutes sortes de tribulations et de perturbations, et il ne restait qu'une solution, c'était de faire parler les murs, donc de les sonder très précisément, très profondément, pour retrouver notamment les coloris, les matières, les papiers peints, les sols. Et donc pendant tout un temps, il y a eu une phase scientifique avec la commission des monuments et sites qui soutenait la restauration du projet. Donc on a vu une première phase très imaginaire, et là on se trouvait dans une phase vraiment très historiographique, très liée à l'histoire de l'architecture, et peu à peu retrouvant une gamme de couleurs en s'appuyant sur ces sondages. Vous voyez que nous avons conservé, c'est une chose qui se fait aujourd'hui dans la restauration, c'est conserver des petites lucarnes qui nous disent ce qu'il y a sous les couches, et le fait que, évidemment, ces couleurs qui ne correspondent pas du tout à la gamme qu'on associe aujourd'hui à l'Art Nouveau, qui est une gamme plutôt dans les jaunes et les orangés, que ces couleurs, inspirées sans doute de Pompéi, avaient été celles voulues par Horta et le commanditaire à cette époque. Nous avons ouvert la maison au public en fin d'année 2004, en faisant un lieu aussi d'exposition et en consacrant un livre à toute cette histoire de cette restauration, de ces métamorphoses, de cette maison, une monographie complète sur ce rêve. Et voilà quelques images de la maison telle qu'elle est aujourd'hui, avec du mobilier que nous avons chiné à gauche et à droite, récupéré même dans des rebuts de la ville de Bruxelles, de mobilier administratif qui était déclassé, et d'autres qui ont été trouvés chez des brocanteurs. Alors, chose amusante, quand la maison s'est ouverte, le
le jour de l'inauguration, quelqu'un nous a dit « Oui, c'est vraiment bien, vous avez bien fait de faire ouvrir cette maison qui est vraiment très belle. Mais quelle chance vous avez eu qu'il soit resté tous ces meubles, ces lampes, etc. » Ça, c'était quand même vraiment un atout. Et évidemment, on riait parce que rien n'était là d'origine, à part 2 ou 3 radiateurs et quelques poignées de porte. Rien, pas une lampe n'était là, mais c'était le meilleur des compliments que d'avoir donné l'impression que tout était juste rafraîchi, nettoyé, que tout avait toujours été là comme cela. Voilà, peut-être aurez-vous, si vous passez par Bruxelles, qui est une ville intéressante, pour son palais de justice, pour le musée Horta, et pour bien d'autres lieux, le musée Magritte, etc., peut-être aurez-vous l'occasion de découvrir